Bonjour à tous. Je voulais remercier d'abord Gaëtan et Lucie de m'avoir invité à faire cette présentation ici. Alors, j'avoue que j'ai un peu pris peur quand ils m'ont parlé du titre de la présentation, le patient d'hématologie en réanimation, parce qu'on pourrait rester la journée à en parler. Mais bon, vous allez voir que j'ai essayé de cibler un petit peu, évidemment, et qu'au final, on va beaucoup parler de leucémie aiguë myéloïde, puisque c'est finalement la majeure partie des patients de réanimation d'hématologie. Et donc, voilà, on va organiser la présentation. Alors, j'ai aucun lien d'intérêt. Ah oui, je passe mes diapos sur mon ordi, mais en fait, c'est pas relié. J'ai aucun lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et donc j'ai décidé du coup, pour cibler un petit peu, d'organiser la présentation en 3 parties. Mon objectif, c'était un peu de vous montrer la vision du réanimateur de ce qu'est le patient d'hématologie pour nous, sur la première partie. La vision également de l'hématologue, qu'est-ce que ça implique pour le patient d'hématologie le séjour en réanimation. Et puis ensuite, on va voir ensemble des situations où quand appeler le réanimateur, c'est-à-dire dans quelle situation clinique, à quel moment de la défaillance d'organes, mais également aussi quand ne pas appeler le réanimateur, puisqu'il y a aussi finalement des situations où le bénéfice de la réanimation n'est pas forcément attendu. Et comment on peut établir ensemble une stratégie collégiale d'admission et de réanimation. Donc, le point de vue du réanimateur, qu'est-ce que ça représente pour les réanimateurs, le patient d'hématologie ? Tout d'abord, en fait, on voit une augmentation importante de la proportion des malades d'hématologie en réanimation. Là, dans cette étude rétrospective brésilienne, alors c'est des réanimations médico-chirurgicales, mais finalement, c'est transposable à un peu, du coup, toutes les réanimations, puisque en chirurgie aussi, il y a beaucoup de malades d'oncologie qui subissent de la chirurgie lourde. Et donc là, on compare les années 2010 aux années 2019 et on voit un nombre croissant de patients d'oncohématologie admis en réanimation. On passe de une vingtaine de pourcents, moins de 20% dans les années 2010 à 30%, plus de 30% dans les années 2019. Et si on allait maintenant sur les années même 2025, on serait plutôt aux alentours des 40%. En parallèle de cette augmentation de la prévalence du patient d'hématologie en réanimation, on a aussi une diminution du recours aux suppléances d'organes et de la mortalité. Vous voyez à gauche, dans les années 2011-2012, 20% des patients étaient ventilés, 15% sous vasopresseur, 6% sous épuration extra-rénale. C'est des réanimations médico-chirurgicales, donc il y a de la chirurgie programmée aussi dedans. Et à la fin des années 2018-2019, on est plutôt sur 10% de patients ventilés, 10% de vasopresseurs et 4% d'épuration extra-rénale. Donc on voit qu'on prend en charge des patients probablement plus tôt, moins graves, que du coup on a moins de suppléance d'organes et on a une diminution de la mortalité, donc qui passe d'une vingtaine de pourcents à une dizaine de pourcents, mortalité en réanimation, et de la mortalité hospitalière également, de 33 à 17%. Cette réduction de la mortalité, elle est également retrouvée là dans cette méta-analyse qui a été publiée cette année, réalisée à partir d'une base de données PubMed, incluant 136 études concernant des patients avec une leucémie aiguë, hospitalisés en réanimation donc entre 2000 et 2023, avec une mortalité moyenne qui reste quand même élevée, puisque là, dans cette méta-analyse, on est sur 52% de mortalité. Avec des patients qui sont ventilés à 65%, 53% sous amine, 23% sous épuration extra-rénale. Le motif principal d'admission, c'est de l'insuffisance respiratoire aiguë à 70%, et la ventilation mécanique est un facteur pronostic indépendant. Donc quand on s'intéresse aux patients les plus graves, comme dans cette méta-analyse, on voit que quand même la mortalité reste élevée.
Pour ce qui concerne l'expérience bordelaise, donc nous, à Bordeaux, la réanimation médicale est organisée sur 2 sites et moi je travaille dans le site de Saint-André qui est une petite unité où on s'est un petit peu spécialisé justement dans l'accueil du patient d'onco-hématologie. On a 8 lits de réanimation, 10 lits de surveillance continue et en 2024, 40% de nos patients étaient des patients d'onco-hématologie, ce qui représentait 323 patients. La moitié de ces patients étaient des patients d'hémato, donc 20% de nos patients étaient des patients d'hémato, 40% de leucémie aiguë, 30% de lymphome. 30% de ces patients étaient ventilés de manière invasive et la mortalité en réa était de 12,5%. Donc relativement faible comparé à ce que je vous ai montré juste avant. Pourquoi relativement faible ? Parce que notre politique d'admission, c'est justement de prendre en charge les patients le plus tôt possible, avant l'apparition des défaillances d'organes, et ce d'autant plus qu'à Bordeaux, les services d'hématologie et de réanimation sont distants de 10 km. Donc, on ne peut pas voir le patient se dégrader sous nos yeux et effectivement on a pris le parti ensemble en collaboration avec le service d'hématologie de faire venir les patients rapidement dès qu'on sent que ça peut mal se passer, quitte à les renvoyer au bout de 24-48 heures si jamais c'est pas nécessaire. Donc, au final, le patient d'hématologie en réanimation pour le réanimateur, c'est de plus en plus de patients, de moins en moins de recours aux suppléances d'organes, une amélioration du pronostic, mais une mortalité qui reste quand même supérieure à 50% en réanimation chez les patients ventilés. Donc, ce n'est pas rien. Alors, quel est l'impact du recours à la réanimation pour le patient d'hématologie finalement ? Cette étude de cohorte canadienne, conduite entre 2006 et 2016, est assez intéressante puisqu'elle s'intéresse justement à l'admission en réanimation dans l'année qui va suivre le diagnostic de l'hémopathie. Et donc, on voit ici que 13,9% des patients dans l'année qui suit le diagnostic de l'hémopathie vont être admis en réanimation, avec à ce moment-là une mortalité qui va être de 19% en réanimation et une mortalité à l'hôpital de 31%. Et quand on les suit ensuite dans l'année totale, on voit qu'il y a une vraie différence dans le devenir de ces patients entre ceux qui ont été admis en réanimation et ceux qui n'ont pas été admis en réanimation, puisque ceux qui ont été admis en réanimation vont mourir à 51% dans l'année, alors que ceux qui n'ont pas eu de séjour en réanimation ont une mortalité de 20%. Donc le passage en réanimation en soi constitue un facteur de risque pronostic supplémentaire. Dans cette étude, on a un overview un peu de toutes les pathologies hématologiques qui sont susceptibles d'amener le patient en réanimation et par ordre de fréquence. Donc c'est assez intéressant. On voit que évidemment c'est donc la leucémie aiguë myéloïde qui est le plus gros pourvoyeur avec 22% de risque de passer en réanimation dans l'année qui suit le diagnostic, suivi des lymphomes agressifs, des leucémies aiguës lymphoblastiques, des syndromes myélodysplasiques et des myélomes multiples. La leucémie aiguë, pourquoi c'est la première pathologie ? Parce que c'est la pathologie qui est le plus à risque de complications inaugurales et en plus c'est la première indication d'allogreffe et donc du coup c'est pour ça qu'on peut avoir tout au long du parcours de soins de ces patients un passage en réanimation dans l'année. Les principaux motifs d'admission en réanimation sont les suivants, donc l'insuffisance respiratoire aiguë à presque 50%, mais également une insuffisance rénale aiguë, un sepsis, de la pneumonie, de l'infarctus du myocarde, des saignements ou le syndrome de Lees. Et dans cette étude de cohorte, 43% des patients sont ventilés de manière mécanique.
Au final, on peut représenter aussi, c'est l'équipe d'Elie Azoulay qui a fait cette modélisation graphique pour représenter un petit peu pathologie par pathologie le pourcentage d'admission en réanimation dans l'année, les causes d'admission et les mortalités en rapport. Et donc ça peut nous donner un visuel assez global de toutes ces complications et ce que ça implique pour les patients lors de leur passage. Donc, au final, qu'est-ce que ça implique le passage en réanimation pour les malades d'hématologie ? C'est 7 à 22% des patients qui vont être admis en réa dans l'année après le diagnostic. Les hémopathies les plus à risque, on en a parlé, la leucémie aiguë, le lymphome, la myélodysplasie, le myélome multiple. Le plus souvent, la cause d'admission, c'est une cause respiratoire. Et le séjour en réanimation va impacter la mortalité à 1 an, puisqu'on passe de 52% après un passage en réanimation à 20% si on n'est pas passé en réanimation. Alors, du coup, quand est-ce qu'on va appeler le réanimateur ? Dans quelle situation clinique ? On commence par le plus simple. Pour schématiser les spécificités de la réanimation du patient d'hématologie, en fait, il y a des sources d'agression multiples, comme celles liées aux médicaments, aux effets des médicaments sur l'hémopathie, à l'hémopathie elle-même, à la réaction du système immunitaire ou à des complications infectieuses. Ces agressions, elles vont survenir sur un organisme qui peut être fragilisé par l'âge qui est de plus en plus élevé finalement, un état nutritionnel qui peut être altéré et des comorbidités. Et tout cela va survenir tout au long du parcours de soins du patient, depuis le diagnostic jusqu'à peut-être même la phase palliative. Alors, les indications qui sont reconnues assez classiquement, on ne va pas non plus faire un catalogue, mais vous les connaissez. Au diagnostic ou à l'initiation du traitement, c'est les leucémies aiguës hyperleucocytaires, les LAM3, les lymphomes non-hodgkiniens de forte masse tumorale, les myélomes avec atteinte rénale, les syndromes de Lees, les syndromes d'hyperviscosité, les compressions tumorales ou les hypercalcémies. Tout ça peut être un motif d'admission en réanimation. Et puis au cours du traitement, on va avoir les complications liées aux cytopénies, que ce soit un sepsis ou une détresse respiratoire ou un syndrome hémorragique, et également les spécificités du traitement, avec pour l'allogreffe la maladie veiно-occlusive, la GVH ou le syndrome de prise de greffe, les complications liées au carticelle et aux anticorps bispécifiques, le CRS ou la neurotoxicité, et les complications des thérapies ciblées type ATRA ou anti-IDH avec des syndromes de différenciation. Alors, à quel moment, dans ces situations cliniques qu'on vient de voir, à quel moment on va appeler le réanimateur ? Le message, vous avez sûrement compris, c'est le plus tôt possible. Ce qui a bien été démontré, c'est qu'avec une politique d'admission précoce du malade d'hématologie en réanimation, on diminue la mortalité. Et je vais tenter de vous le montrer. À Bordeaux, on a réalisé cette étude rétrospective entre 2008 et 2016. C'était le travail de thèse de Nathan Motal qui vous parlera demain, je crois. Cette étude rétrospective bordelaise entre 2008 et 2016 sur 154 malades avec un diagnostic de LAM hyperleucocytaire. Parmi ces 154 patients, 77 n'ont aucun recours à la réanimation. 18 vont être transférés secondairement en réanimation et 59 sont admis d'emblée en réanimation pour les critères biologiques diagnostiques de la leucémie hyperleucocytaire. Il faut savoir que durant cette étude, il y a eu un changement de pratique puisque à partir de 2012, on a mis en place cette collaboration hématologue-réanimateur et on a décidé ensemble d'admettre directement les patients en réanimation quand ils avaient une leucémie aiguë myéloblastique hyperleucocytaire.
Et donc, ce changement de pratique permet de faire de voir dans cette étude, de comparer finalement avant-après et de voir la différence de prise en charge de ces patients. Et donc, quand on compare la cohorte admission précoce avec la cohorte admission tardive, ceux qui sont transférés secondairement, on voit une nette différence en fait de mortalité à 30 jours, avec une mortalité qui passe de 17% chez les patients qui sont admis précocement à 28% chez les patients qui sont transférés secondairement. La mortalité à 7 jours, donc en réanimation, est différente également. Sur les suppléances d'organes, on n'a pas de différence significative du fait de l'effectif qui n'est pas suffisant pour une puissance suffisante, mais on peut voir quand même sur les chiffres cette tendance de diminution du recours à la ventilation mécanique, à l'épuration extra-rénale et aux amines, et donc on comprend bien que plus tôt on prend les patients, moins ils sont défaillants, moins ils vont avoir besoin de suppléances d'organes et moins ils vont décéder. Alors, ça a été aussi bien montré par l'équipe de Marseille, l'équipe de Colombe-Saillard, qui, à l'Institut Paoli-Calmette, qui a essayé de faire une étude prospective, elle, avec 50 patients au diagnostic d'une leucémie aiguë, éligibles à une chimiothérapie intensive, et donc, pareil, admission prophylactique en réanimation sur des critères décidés un peu de manière arbitraire, une hyperleucocytose supérieure à 50 gigas par litre et une thrombopénie inférieure à 50, sans défaillance d'organes. C'est vraiment sur des critères biologiques et hématologiques qu'on décide que la pathologie va être à risque de complications et qu'on adresse le malade directement en soins critiques. Dans cette cohorte de 50 patients, 36% des patients vont développer une défaillance d'organes, le plus souvent dans les 72 heures. Donc, on peut se dire qu'on a eu raison finalement de les admettre directement en soins critiques, ce d'autant plus que dans 87% des cas, c'est une défaillance respiratoire et que dans 56% des cas, on va avoir recours à la ventilation mécanique. Donc, on voit là l'intérêt d'une surveillance rapprochée dans ce contexte particulier d'induction de leucémie aiguë, hyperleucocytaire. En ce qui concerne la défaillance respiratoire justement du patient d'hématologie, on a vu que le plus souvent c'était des patients avec une leucémie aiguë myéloblastique. Les facteurs associés à la mortalité, on peut les séparer en 4 catégories. Ils sont liés d'une part aux comorbidités du patient, à l'histoire de la maladie hématologique et à l'évolution du patient au cours de son séjour en réanimation, s'il va faire des complications nosocomiales notamment, mais également on voit ici dans ce que j'ai souligné en rouge, les caractéristiques à l'admission, comme notamment le délai de transfert en réanimation et le recours à une réanimation spécialisée ou les scores de sévérité. Donc le délai de transfert en réanimation apparaît comme un facteur associé à la mortalité. Dans le sepsis, c'est pareil. La prise en charge précoce a montré son efficacité. Et donc, dans cette revue récente du choc septique du patient immunodéprimé, le key message, c'est tout simplement l'admission précoce en réanimation, qui ne doit jamais, un patient avec un cancer ne doit jamais en soi, comme seule cause, faire refuser le patient de réanimation. Ça, c'est vraiment le key message de cette revue. Et les recommandations qui suivent, vous voyez qu'il y a un mot-clé qui revient, précoce, précoce, précoce. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut vraiment nous les adresser le plus tôt possible. Alors oui, le plus tôt possible dans certaines situations, mais il y a des fois où il ne faut pas, vous n'allez pas avoir besoin de nous pour prendre en charge vos patients. C'est des situations où il faut se poser la question du bénéfice réel attendu de la réanimation et de définir ensemble une stratégie collégiale d'admission et de réanimation.
La collaboration entre les services d'hématologie et de réanimation, elle est essentielle pour assurer la prise en charge optimale des malades. C'est valable pour la décision d'admission précoce, comme on a vu, mais c'est aussi du coup valable pour les décisions de non-admission. Et donc, effectivement, il y aura toujours des situations où le réanimateur va vous opposer un refus d'admission. Et c'est bien d'avoir aussi notre point de vue pour qu'on puisse tous réfléchir ensemble. Est-ce que votre patient est un bon candidat? Est-ce que c'est une bonne idée de le transférer en réanimation? En fait, on est maintenant sur une évolution des concepts entre 2000 et 2020. Dans les années 2000, le patient d'hématologie en réanimation, on se disait quel est parmi tous mes patients celui qui va pouvoir bénéficier de la réanimation. C'était vraiment marginal finalement, le patient d'hématologie en réanimation. Maintenant, dans les années 2020, on est plutôt sur la question inverse. Quel est le patient qui ne devra pas bénéficier de la réanimation? On part du principe qu'ils sont tous éligibles et puis on va quand même en trouver certains qui vont avoir quand même des contre-indications. Alors ces contre-indications, elles sont multiples. Il y en a certaines qui sont caricaturales. Par exemple, le patient qui est grabataire, le patient qui a des comorbidités majeures, le patient qui a un pronostic lié à sa maladie hématologique de quelques mois maximum, qui n'a pas de projet thérapeutique, le patient très âgé, et puis il y a d'autres contre-indications qui peuvent être plus discutables et qui devront être discutées collégialement entre hématologues et réanimateurs. L'allogreffe avec une GVH corticorésistante, par exemple, le patient d'hématologie avec une aspergillose invasive qui va nécessiter une intubation, une ventilation mécanique. Sur le papier, le pronostic il est catastrophique, mais dans certaines situations, si c'est un patient jeune avec un projet thérapeutique en bon état général, on pourra être amené quand même à discuter cette admission. Voilà, plein d'autres qui sont résumés ici dans cette revue. Le mot d'ordre, c'est vraiment la discussion collégiale en amont. Et donc, la société, dans la commission d'éthique de la Société française d'hématologie a classé un petit peu ces situations caricaturales d'un côté de non-admission, évidemment les situations qu'on vient de dire avec des patients très altérés, des situations dont on ne doit pas discuter l'admission, le feu vert avec le patient jeune au diagnostic d'une leucémie aiguë myéloïde hyperleucocytaire. Évidemment, on ne doit pas discuter l'admission en réanimation. Puis entre les deux, une zone grise qui va nécessiter cette discussion collégiale, puisque par exemple un patient jeune avec un projet thérapeutique en rechute d'une LAM après allogreffe, voilà, il y a des discussions à faire. Si jamais c'est un patient âgé qui n'a plus de projet thérapeutique, peut-être qu'on ne va pas l'admettre en réanimation. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et donc nous, en réanimation, pour répondre à ces besoins de réanimation au cas par cas, on a aussi développé des concepts de réanimation un peu différentes et de stratégies de réanimation avec, vous voyez, cette pyramide, une réanimation maximaliste à la base qu'on propose un peu à tous les patients, mais on a développé aussi ce concept de réanimation d'attente, ICU trial, où on va prendre le patient en réanimation pour voir un petit peu comment il évolue et se reposer les questions au bout de quelques jours en fonction du projet, de l'évolution et des complications. On peut aussi décider de faire des réanimations exceptionnelles dans certains cas ou héroïques même sur des situations vraiment ponctuelles avec des gens jeunes qui ont besoin d'une ECMO par exemple au diagnostic d'une leucémie aiguë. Ça peut nous arriver et tout le monde est d'accord pour faire ça, pour se donner les moyens de le faire. On peut faire aussi de l'admission palliative en réanimation. Voilà, il y a tout un tas de concepts qui ont été développés pour répondre vraiment à ces situations. Donc, ce qui importe, c'est surtout qu'on puisse définir ensemble cette stratégie d'admission en fonction du projet thérapeutique, des bénéfices attendus,
des souhaits du patient, évidemment, mais ça va nécessiter des discussions en amont entre hématologues et réanimateurs, des réévaluations quotidiennes. Alors nous, on est distant de 10 km, mais on s'appelle tous les jours. On a des internes qui prennent des gardes en réanimation et qui font qu'on maintient le lien toujours entre nos deux services. Aucune décision ne sera jamais gravée dans le marbre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à tout moment, on peut revenir en arrière ou en avant avec le projet thérapeutique, et ce d'autant plus que les progrès finalement thérapeutiques sont majeurs en ce moment. Et donc maintenant, finalement, les concepts évoluent encore. On passe du concept quel patient ne devrait pas bénéficier d'une admission en réanimation à quel patient ne devrait pas bénéficier de ventilation mécanique. Et donc là, vous nous aidez en fait à prendre cette décision-là. On va admettre le patient, oui, mais en surveillance continue, sans forcément faire de prise en charge invasive, avec des thérapies non invasives, de l'optiflow, de la VNI, un petit peu d'amine, pour essayer de passer un cap, puisqu'il y a un projet thérapeutique global qui a été déterminé. Alors, il existe encore des questions à investiguer. Tout ce qui est nouvelle stratégie thérapeutique, il y a très peu de données en fait sur la prise en charge en réanimation de ces patients-là, avec des traitements non intensifs type azaven, des traitements palliatifs spécifiques ou des traitements de maintenance. L'allogreffe et les sujets âgés, peu de données aussi. Faut-il faire de la réanimation chez ces patients-là, dont on a décidé de les allogreffer parce qu'ils étaient finalement en bon état, mais dont on voit qu'ils se compliquent. Quid des maladies réfractaires en attente de carticelle ou en attente d'un essai de phase 1 ? Quel est le bénéfice réel à la réanimation dans ces situations ? Et puis il y a les complications post-réanimation et leur impact sur la suite du projet thérapeutique. Ça, on a peu de recul non plus, même si il y a cette étude rétrospective qui est sortie récemment, qui concerne des LAM ou des lymphomes non hodgkiniens admis en réanimation entre 2013 et 2021, comparé à une cohorte de patients non admis en réa entre 2017 et 2023, et qui s'intéresse à la poursuite ou non du traitement spécifique après le séjour en réanimation. On voit que parmi les survivants à la réanimation, la survie à long terme, sur les courbes de Kaplan-Meier à droite, elle est nettement impactée par le fait de poursuivre ou non le traitement spécifique. Et dans des cas non négligeables, on ne peut pas continuer le traitement spécifique à la sortie de réanimation, soit du fait de l'état général, de la persistance des défaillances d'organes qui va contre-indiquer la suite du traitement, ou de multiples complications infectieuses notamment. Et donc ça, c'est important à prendre en compte pour vous dans votre projet thérapeutique global. Le passage en réanimation en soi va entraîner pas mal de complications. Donc, en conclusion, la réanimation, finalement, elle doit être vue comme une étape dans le parcours de soins du patient d'hématologie pour permettre la réalisation du traitement complet. On est là pour vous aider lors des complications, mais le but ultime, ça doit être de poursuivre votre traitement. Sinon, on voit qu'il y a une nette différence dans le devenir des patients. Et donc, tout ça, ça doit être réfléchi en amont pour savoir s'il existe un bénéfice attendu et un projet thérapeutique clair. Ça va impliquer donc de la part des hématologues et des réanimateurs de bien connaître les complications et les effets secondaires des traitements et des hémopathies pour anticiper au maximum sur une admission précoce en réanimation et définir ensemble une stratégie d'admission, mais aussi une stratégie de réanimation réfléchie en amont. Et cette collaboration hématologue-réanimateur, c'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge de ces patients en réanimation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous m'entendez? Ça marche. Est-ce que quelqu'un a des questions pour le docteur Mourissou sur le patient d'hémato en réa?
Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'avais une question pour les patients qu'on traite par Carticel. Dans notre service à Nice, il y a eu un changement de paradigme sur la prise en charge de ces patients. Initialement, c'était dès que les patients présentaient soit un AECANS de grade 2, soit un CRS de grade 2, et puis on a progressivement basculé vers un grade 3, systématiquement, tant qu'ils protégeaient les voies aériennes, après ils ne montaient pas en réanimation. Quel est votre point de vue là-dessus? Ouais. Je suis d'accord. À Bordeaux, on a exactement les mêmes constatations. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la prise en charge de ces patients, on ne savait pas trop comment ils évoluaient. On découvrait en fait les complications post-Carticel. Et donc, effectivement, nous aussi, la conduite à tenir, c'était de les faire venir très tôt en réanimation, parce qu'on ne savait pas trop comment ils allaient évoluer. Est-ce qu'on allait avoir besoin de prise en charge invasive? Et puis finalement, on s'est tous formés, habitués à les prendre en charge, et on se rend compte qu'au final, on arrive très bien à les garder en hématologie, qu'ils évoluent pas plus mal finalement, qu'il n'y a pas besoin de plus de support d'organes. Et donc nous aussi, on les admet plutôt sur des grades 3 maintenant. Et on est passé d'une admission en réanimation post-Carticel de 40% à peu près au début de la prise en charge, donc dans les années 2020, à maintenant on n'est plus que sur 10% de passage en réanimation post-Carticel, parce qu'on a tous appris ensemble à gérer ces complications, et qu'au final, effectivement, on prend que les plus graves. Donc c'est un peu le contre-exemple de ce que je vous ai dit avant, mais parce que on n'est pas sur de la défaillance respiratoire. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et donc, il n'y a pas besoin de suppléance d'organes, finalement, c'est que de la surveillance chez ces patients. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur les admissions en réanimation des leucémies aiguës myéloïdes. Il y avait des données il y a quelques années sur les corticoïdes qu'on donnait dans ces phases-là. Est-ce qu'on a un peu avancé sur les critères sur lesquels on va donner ces corticoïdes hyperleucocytaires ou d'autres critères? Oui. Alors, à mon sens, en tout cas, nous, de ce qu'on connaît de la prise en charge de ces patients, de ces inductions de leucémie aiguë hyperleucocytaire en réanimation, pour nous, c'est recommandé à partir du moment où le patient est en réanimation pour une leucémie aiguë hyperleucocytaire, on doit effectuer une cytoréduction associée à une corticothérapie pour prévenir le syndrome de Lees, notamment pulmonaire, les complications pulmonaires du syndrome de Lees. Et depuis que la dexaméthasone a été associée de manière systématique à l'hydroxycarbamide, on a une diminution de mortalité. Il y a des études en ce sens. Ouais. Donc nous, c'est systématique. Bonjour, merci beaucoup. Une question pour les allogreffés. Quand on a commencé les CAR-T, c'était consultation avec le réanimateur systématique, alors qu'au final, on voit que les allogreffés ont beaucoup plus recours à la réanimation. Est-ce que chez vous, à Bordeaux, il y a des discussions anticipées dans les RCP greffes et des consultations systématiques de réanimation avant le début du conditionnement de la greffe ? Alors, malheureusement, non. D'autant plus que, je vous ai expliqué, on n'est pas sur le même site. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, dans certaines situations, les collègues de greffeurs nous appellent régulièrement pour discuter de dossiers compliqués et prendre des décisions éthiques notamment avant un transfert ou un non-transfert justement. Mais non, il n'y a pas chez nous en tout cas, malheureusement, il n'y a pas de prise en charge conjointe sur des consultations pré-greffe par exemple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait développer. Oui. Je vous remercie. Merci Yael. Merci à vous. Merci Dr Morisseau. On va passer donc